Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africap Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Qu'est-ce qu'est la société civile? Quelle est son origine? Quelle est sa vocation? À quoi sert-elle? Quels sont ses résultats? Qui la finance? Pourquoi? Voilà autant de questions, mesdames et messieurs, qu'à votre avis va poser à nos deux invités de ce soir afin de vous apporter par leur contribution les éclairages nécessaires à la compréhension de ce phénomène qu'est la société civile. Je vous présente donc le docteur Abou Berté. Monsieur Abou Berté, vous êtes le directeur pays de Sasakawa Global 2000 pour le Mali. Vous allez nous dire ce que c'est que Sasakawa Global 2000. Et monsieur Noun Keita, vous êtes journaliste et altermondialiste. Vous nous direz ce que cela signifie. Nous aurons au cours de l'émission deux duplex, un de Dakar et un de Niamey, auxquels je vous demanderai de réagir. Mais avant, je vous invite à suivre le micro-trottoir d'À votre avis pour savoir quel est l'avis des Africains sur notre problématique de ce soir. Et aujourd'hui, je pense bien, à mon humble avis, que la société civile africaine de manière générale n'est pas en train de prendre en compte véritablement les préoccupations des Africains. Elles sont beaucoup plus orientées vers certains sujets qui ne sont pas véritablement des sujets qu'ils doivent creuser ou souvent, même le plus souvent, ils font de la politique, ces organisations de la société civile, où elles s'ingèrent dans les actions politiques sans pour autant défendre les intérêts des populations pour lesquelles elles sont en train de se prévaloir. Je trouve que l'Africain se contente juste de ce qu'il a. En fait, on n'a pas une vision. Rares sont ceux qui ont une vision à long terme, en fait. Et donc, si l'effet de levier n'est pas respecté en tant que tel, en fait. Des gens de la société civile, nous en avons vu, des gens qui se battaient soi-disant pour la cause des populations. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la deuxième alternance, on voit que ces gens sont casés dans des structures peut-être budgétivores, des gens qui ne parlent plus. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces gens-là sont de la société civile? Alors, parlant de leurs relations avec les partenaires étrangers, et aujourd'hui, puisque les masques sont en train de tomber, je me dis que peut-être que ces partenaires-là ont tendance à ne pas faire confiance à ces soi-disant sociétés civiles qui tapent dans l'ombre, ne sont guidées peut-être que par le goût du profit. Sincèrement, je ne peux pas parler au nom de tous les Africains. Mais selon moi, je me dis que si seulement les jeunes Africains pouvaient se motiver juste un tout petit peu, tout cela ne dépend pas des autorités. Il faut que nous aussi, on se lève, qu'on soit tous ensemble, qu'on fasse quelque chose. Au moins pour notre pays, pour toute l'Afrique. À regretter que depuis un certain temps, on a assisté à la création d'une société civile qui est un peu, entre griffes, capteuse plutôt des sous de partenaires étrangers surtout, et même des institutions étatiques. C'est-à-dire elles ont un autre souci maintenant que celui de défendre les intérêts, en tout cas pour lesquels elles ont été créées. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui font effectivement le travail ou qui l'ont fait à un moment donné et qui continuent à le faire. Il y en a par contre, c'est vraiment des sociétés civiles vides. Les sociétés civiles là, ne sont pas aussi dynamiques. C'est-à-dire que c'est un manque d'organisation, je crois. Parce que nous avons ici, nous subissons tout. Nous sommes un peu à la merci de nos autorités. Et nous sommes frappés par beaucoup de choses, mais on ne réagit pas. Bon, ça c'est dû à notre culture. Parce que chez nous, en Afrique, on a tendance à accepter tout et à dire que tout
tout ça revient et ça c'est des décisions de Dieu. Elle représente un peu cette partie de la population qui ne fait pas la politique. Bon, maintenant, en ce qui concerne les relations avec les partenaires étrangers, je pense qu'il n'y a pas de relation particulière. À partir du moment où ils ne sont pas, la société civile n'est pas quelque chose de très formel. Hein, elle n'est pas financée par l'État. C'est des gens indépendants. Donc, à mon avis, les relations avec les partenaires étrangers sont des relations de convivialité. C'est une société qui doit être là normalement pour recueillir les points de vue des populations et d'essayer de défendre la position de la population par rapport aux autorités ou aux autres organismes tels que les institutions. Mais moi, je pense que la société civile africaine est pratiquement politisée. Ils se laissent un peu à la solde des politiciens et ils essayent d'aller la plupart du temps dans le sens des politiques. Voilà, docteur Berthet, une première réaction à ce micro-trottoir. Mais avant, je voudrais que vous expliquiez aux téléspectateurs d'Africable Télévision ce que c'est que Sasakawa Global 2000. Merci, M. Marico, de nous avoir associés à cette initiative. Sasakawa Global 2000 est une ONG internationale suisse qui intervient dans le domaine du développement agricole au niveau d'un certain nombre de pays, notamment l'Éthiopie, le Mali, le Nigeria et l'Ouganda. Donc nous travaillons avec les ministères de l'agriculture de ces pays pour faciliter l'innovation agricole au profit des agriculteurs, notamment pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, d'amélioration des revenus et de transformation de l'agriculture. Très bien. Alors, une réaction au micro-trottoir, dans votre avis? Bon, je trouve que quand même les réactions de ceux qui ont réagi au micro-trottoir c'est quand même assez fondées, c'est très très diversifié, mais la majorité sont assez pessimistes. Il faut reconnaître que la société civile africaine est en train de faire des efforts, beaucoup d'efforts, pour vraiment résoudre, par exemple, le contrôle des élections souvent. Ils sont impliqués beaucoup dans les droits, quand même les droits des femmes. Ils sont impliqués dans la sensibilisation des populations en matière de démocratie, etc. Donc, c'est un apprentissage à plus ou moins long terme. Et comme certains l'ont dit, bon, la plupart du temps, elles dépendent un peu des bailleurs de fonds et des États. Et là aussi, ça limite leur indépendance. Donc, et moi, je crois que vraiment, ils ont beaucoup bien réagi et ils ont couvert beaucoup de choses. Donc, il y a des défis qu'ils ont soulevés qui méritent vraiment une attention particulière. Très bien, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Merci. Le temps que je demande à M. Nou Keita sa réaction à ce micro-trottoir, dans votre avis. Mais tout à l'heure, je vous ai présenté, j'ai dit que vous étiez journaliste et altermondialiste. Alors, certains de nos téléspectateurs d'Africable Télévision ne savent pas ce que c'est que l'altermondialisme ou l'altermondialité. Vous me direz le terme qui convient. Alors, commencez par répondre à cette question d'abord, et puis ensuite vous nous donnerez votre avis sur le micro-trottoir. Alors, effectivement, je me considère comme un journaliste altermondialiste. Je me situe dans le camp de ceux qui pensent qu'il y a une alternative
à la mondialisation néolibérale qui fait d'énormes ravages dans le monde. Donc c'est un groupe de citoyens convaincus qui se mobilisent, qui continuent à se mobiliser partout dans le monde pour donc réclamer un monde qui n'est pas donc entre les mains des firmes multinationales qui décident donc et qui exercent des pressions sur les gouvernants, tous les gouvernements du monde et qui orientent justement le développement sur des critères qui ne respectent pas la dimension humaine. Et c'est pour cette raison qu'on nous appelle des altermondialistes. Donc, c'est des alternatives à la mondialisation néolibérale. Très bien. Alors, une réaction? Alors, je partage parfaitement les inquiétudes, les préoccupations et les critiques qui ont été formulées par les téléspectateurs. Le micro-trottoir reflète parfaitement les préoccupations, l'état d'âme exprimé par la plupart donc, de nos compatriotes. Effectivement, vous savez, le concept de société civile a refait surface à un moment où il y a une véritable crise de la démocratie représentative. Cette crise de la démocratie représentative amène justement les citoyens à se poser beaucoup de questions par rapport au rôle que joue la société civile. Mais pour comprendre le rôle de la société civile, je pense qu'il faut faire une analyse historique. Très bien, nous sommes déjà dans le vif du sujet. Exactement. Donc, voilà. Vous pouvez donc, historiquement, vous savez, notre pays, le Mali, possède une très longue tradition de société multiséculaire, donc qui a une culture de société civile. Parlons africain, nous ne sommes pas africains. Voilà, exactement. Donc, je l'ai dit, mais le Mali, à cette époque, ce n'était pas réduit à cette dimension géographique. Alors, disons Afrique. Exactement. Et donc, à cette époque, l'Empire du Mali n'était pas un État centralisé, comme par exemple du temps de la Rome antique avec l'empereur César. Mais c'était un État suzerain, donc qui avait pour fonction de prélever donc les impôts au niveau des communautés et des groupes qui lui étaient soumis. Et donc, à cette époque également, l'argent qui est prélevé donc sur ces communautés servait à soutenir l'effort de guerre. Donc, à soutenir l'effort de guerre, donc à soutenir le développement, donc à travers les travaux donc de construction. Donc, malgré les guerres d'expansion à cette époque, donc il y avait donc l'élaboration de solides constructions, tant sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, et donc les communautés étaient réparties en plusieurs groupes sociaux. Ils travaillaient donc pour pouvoir donc renforcer la cohésion au niveau de la société. Donc depuis cette époque, il y avait donc la société civile. Maintenant, ça a évolué. Le concept a évolué. Oui, parlons de celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, pourquoi justement, quand on se base sur les plaintes exprimées, c'est que depuis les années 80, avec les programmes d'ajustement structurel, avec les conséquences, les fortes explosions sociales, le mécontentement populaire, les crises que ces politiques d'ajustement structurel ont engendrées, donc, et les partenaires au développement, donc les bailleurs de fonds, ont eu le souci de préserver, donc de donner une dimension sociale donc, à ces projets de réforme, dont les conséquences avaient commencé donc, à créer des situations de crise au niveau donc, de nos États. Mais pour pouvoir donc, introduire ces réformes économiques, donc permettre aux citoyens de respirer un peu, donc de gérer les dimensions sociales de ces politiques d'ajustement structurel, il faut des acteurs. Donc, il faut donc le surgissement des acteurs sociaux qui vont donc travailler à pouvoir permettre aux citoyens de, excusez-moi l'expression, d'avaler un peu la couleuvre, hein, de faire en sorte que
on prenne en compte justement l'aspect social donc de ces réformes, parce qu'il y a eu des compressions massives, il y a eu des licenciements au niveau donc de la fonction publique. Donc c'est là où on a vu donc l'émergence d'une société civile qui a donc pour mission essentielle, donc dans le cadre de la division du travail, donc de s'occuper des aspects donc qui sont liés aux aspects sociaux, ne pas toucher donc aux causes structurelles donc de la misère, de la pauvreté donc qui a cours en ce moment. Vous êtes d'accord, Dr Berthet? C'est en ce moment. Je vois Dr Berthet qui cligne des yeux. Oui, bon, c'est-à-dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche? Bon, moi je crois que le concept de société civile, ça a été importé. OK? Parce que c'est d'abord, si on prend les Aristote, les Tocqueville, on parlait de société, de citoyens. Et maintenant, bon, quand même, l'aide au développement a amené ces concepts pour développer quand même un certain nombre d'outils. Mais on peut dire que la société civile s'inscrit dans un espace public au sein de la société. Elle se trouve entre l'État, le marché et la famille. Bon. Et puis, ce n'est pas un groupe homogène, c'est un groupe assez hétérogène. OK? Donc, c'est des rassemblements de citoyens suivant leurs centres d'intérêt respectifs, visant une réciprocité des échanges et la poursuite d'objectifs communs. Normalement, ils doivent être indépendants de l'État. Ils ne doivent pas avoir un but lucratif et essayer d'attirer l'attention sur les intérêts. Donc c'est pourquoi moi par rapport à M. Keïta, bon, quand il dit bon, les sociétés civiles ne s'occupent pas des intérêts, par exemple, si vous prenez l'allègement de la dette, hein, bon, c'est les sociétés civiles qui ont fait les lobbying pour avoir un certain nombre de signatures et aboutir à l'allègement de la dette. Est-ce que vous voyez? Bon, la lutte contre la pauvreté, bon, les trucs de sécurité alimentaire, il y a assez d'organisations qui sont là-dessus. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas être trop pessimiste. Il y a des efforts qui sont là, mais il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Est-ce que l'action... J'arrive, M. Keïta, je vais vous donner la parole tout de suite. Mais dites-moi, Dr Berthet, est-ce que l'action de la société civile, globalement, repose sur une démarche idéologique? Bon, non, la démarche idéologique, c'est les intérêts. Expliquez-nous ça. Voilà, c'est les intérêts. Parce qu'une société civile va à partir quand même... c'est-à-dire, on dit que c'est la démocratie participative, comme il l'a dit. Donc, la société civile essaie de protéger les intérêts des individus face à l'État, face à la politique, etc. Des individus ou des communautés? Non, ça peut être les individus. C'est-à-dire, je vous ai dit, il y a l'État, avec le gouvernement, les trucs. Il y a les individus, OK, qui sont gouvernés. Entre les deux, maintenant, il y a toute cette masse d'organisations qui sont là, hein, pour quand même défendre les intérêts des individus. Quand on dit individu, ça peut être une communauté, ça peut être un groupe social, tout ça. Monsieur Keïta. Alors, j'étais sur un raisonnement, j'expliquais un peu. Oui, d'accord. J'expliquais un peu historiquement comment... Oui, entrons dans le vif du sujet actuel. Je pense qu'il faut le répéter. Il y a une division du travail que, justement, le capital néolibéral a introduit dans nos sociétés parce que dans la mise en œuvre des réformes économiques et sociales, donc, il a décidé donc, de répartir les tâches, que la dimension sociale soit gérée par les acteurs de la société civile. Et c'est pour cette raison que les critères de bonne gouvernance, aujourd'hui on est en train d'évoquer cela. C'est un concept donc, autour duquel s'organisent les acteurs donc, de la société civile pour amener l'État justement
parce que l'État est au service donc de ces multinationales. Donc, quand il y a des réformes vous dites que nos États sont au service des multinationales. Aujourd'hui, c'est la réalité. On va y aller. Tout à fait. Allez-y, continuez. Je pense que on est au service des multinationales parce que aujourd'hui, grâce à l'action de ces multinationales, on voit partout que les programmes de réforme économique qui sont menés, c'est justement, d'une part, puisqu'on est dans les programmes d'ajustement structurel, il faut assurer le paiement de la dette et, d'autre part, permettre donc que nos États ne puissent pas donc sortir en dehors du cadre qui a été mis en œuvre par ces partenaires économiques qui contrôlent donc tous les aspects du développement sur le plan institutionnel, dans le cadre donc de la gestion gouvernementale. Pratiquement, ils contrôlent tous les aspects de la gouvernance dans notre pays. Et donc, ce n'est pas seulement propre au Mali, ce n'est pas propre à l'Afrique. Même au niveau donc des États occidentaux, on sait aujourd'hui que dans son déploiement stratégique, le capital financier international contrôle tous les aspects du développement et les acteurs de la société civile sont assignés justement à un rôle qui permet... Vous pensez que ce sont des supplétifs du capital international dans le cadre d'une politique néolibérale mondialisante? Alors, c'est là où il faut comprendre que au niveau de la société civile, comme il a dit, il y a une diversité d'acteurs. Il y a ceux qui s'accommodent, ceux qui sont d'accord à jouer ce rôle, mais par contre, il y a ceux qui remettent en cause cet ordre. Très bien. Et c'est ça qui fait que il y a effectivement donc cette société civile qui est considérée comme une société civile puisqu'elle refuse donc de cet ordre comme une société civile mêlée à la politique. Par contre, il y a une autre société civile qui est donc très bien vue donc dans ces milieux et qui joue parfaitement ce rôle. Avant de vous donner la parole, très bien. Avant de vous donner la parole, docteur Berthet, je voudrais que nous allions à Dakar où nous allons prendre en duplex Monsieur Mignane Diouf, que vous connaissez peut-être. Monsieur Mamadou Mignane Diouf est coordonnateur du Forum social sénégalais. Nous allons donc le prendre à Dakar et puis nous allons réagir sur ses propos. Bonsoir Monsieur Diouf. Bonsoir Mariko. Alors, dites-nous, Monsieur Diouf, quelle est la capacité réelle d'influence de la société civile africaine sur nos vies? Je voudrais dire à ce niveau qu'en vérité, une société civile étant l'émanation d'un État, d'un peuple, d'une problématique et d'un contexte, on peut considérer que la société civile africaine est à l'image des problèmes qui assaillent le continent africain, mais aussi à l'image des États africains. C'est-à-dire qu'une société civile qui incarne des difficultés que rencontrent les peuples sénégalais et les peuples africains en général, une société civile aussi donc qui s'implique à la solution de ces problèmes-là, parmi lesquels on peut citer par exemple jusqu'où cette société civile a influencé ou impacté positivement. Si on prend l'exemple de la lutte contre l'aliénation de la dette des pays du tiers-monde, dans les années 90, fin 90-2000, la société civile ouest-africaine en particulier s'était beaucoup mobilisée pour dire qu'il faut annuler la dette du tiers-monde pour libérer le développement. Ça, c'est un point important. Sur la question aussi de santé, avec le VIH-Sida, qui pendant des années a créé une certaine stupeur dans les sociétés africaines en particulier, il a fallu une forte implication des ONG du Sud, des ONG africaines, des mouvements sociaux, pour apporter un coup de soutien important à la politique de lutte contre le VIH-Sida dans les pays africains. Ça a été le cas très tôt au Sénégal et les résultats, tout le monde le connaît aujourd'hui. Autre résultat aussi, quand la société civile africaine disait qu'il faut que l'école soit la réalité d'accès pour toutes les populations, ça a abouti au slogan « Éducation pour tous » et ça aussi, ça a permis par moment à nos États de comprendre qu'en vérité l'éducation était un droit auquel tous les enfants devraient y accéder. C'est donc dire que la société civile, sur pas mal d'exemples, a contribué activement, a aidé activement, a assisté activement les États pour mieux faire face aux défis des siècles, pour mieux faire face aux difficultés et aux problèmes. Maintenant, jusqu'où tout cela peut être considéré aussi comme des résultats positifs,
Oui et non, parce qu'il faut se dire aussi qu'une société civile connaît ses hauts et ses bas, comme aussi un État connaît ses hauts et ses bas. Et voilà sans doute ce qui explique aussi que par moment, on peut relever des difficultés, des problèmes qui assaillent et qui aussi donc entourent ces sociétés civiles africaines. Oui, mais M. Diouf, alors est-ce qu'on peut considérer la société civile africaine comme une force positive de changement social, de propositions alternatives, notamment aux politiques néolibérales, qui sont votre principale problématique, et de veille démocratique? Ou alors est-ce que la société civile n'est pas plutôt un refuge pour opportunistes avisés et qui sont habiles en technique de survie alimentaire? Cette question-là me semble être une question piège. Mais je crois quand même qu'on peut reconnaître qu'en Afrique, en général, s'il y a eu de fortes mutations sociales, démocratiques, citoyennes et même économiques qui se sont opérées, il faut dire que la société civile africaine en a joué un grand rôle. On prend l'exemple au Mali. Du temps de Moussa Traoré, les changements qui sont arrivés pour permettre de changer de régime, il faut quand même reconnaître qu'à ce niveau-là, il y avait une forte implication des ONG et des OSC à travers les mouvements d'étudiants, les mouvements d'élèves, les mouvements paysans, les mouvements de femmes. Il faut aussi donc reconnaître que dans les années de ce qu'on appelait en Afrique les années des conférences nationales, au Bénin, au Togo, ainsi de suite, mais là aussi, le rôle des mouvements sociaux de la société civile a été très déterminant, ce qui a permis par moment de mettre fin à des vingtaines ou à des trentaines d'années de règne sans partage, face auxquels l'opposition souvent était très limitée pour pouvoir résoudre les problèmes. Si on prend le cas du Sénégal, l'alternance de 2000 a surtout aussi donc été soutenue et accompagnée par la société civile. Et l'alternance aussi donc seconde de 2014, 2012 plutôt, il faut montrer que ni têter la société civile sans doute, le président Wade allait briguer un troisième mandat qui était un mandat de trop. Si vous allez en Guinée-Conakry, les mutations qui se sont opérées aujourd'hui et qui ont permis aussi donc sans doute d'arriver à des changements de régime, on le doit en partie aussi à la société civile africaine. Donc, est-ce qu'on ne peut pas penser que cette société civile, nonobstant les erreurs qu'elle pourrait commettre, qui sont inhérentes aussi donc à toute dynamique sociale, a joué un rôle important dans ces différents pays et a aidé les États aussi donc à faire face souvent, par moments, aux difficultés, aux défis économiques, aux défis démocratiques, aux défis sociaux, bien sans lesquels il serait difficile à chaque régime, à chaque État de régler tout seul le problème. Maintenant, dans cette dynamique aussi de résultats, de changements, sans doute il est possible de voir des erreurs qui sont liées à des infiltrations de personnes, de courants, de structures, qui voudraient aussi donc sans doute s'accaparer ou s'emparer de cette démarche-là pour se réclamer société civile, mais qui par moments aussi donc peuvent être des acteurs reconvertis, des politiciens qui ont perdu le pouvoir, et qui sont souvent reconvertis en société civile pour s'immiscer dans les affaires de la cité à partir d'un vocable appelé société civile. À votre avis, est-ce que les relations entre les organisations de la société civile africaine et les ONG du Nord sont des relations saines? Oui, vous savez donc que nous sommes dans un contexte de mondialisation, malheureusement une mondialisation accaparante. Et dans ce contexte de mondialisation, les rapports nord-sud ont changé souvent de configuration. D'ailleurs, vous avez suivi tout ce qui a été dit et fait dans les accords de partenariat économique. Donc, cela dénote aussi donc que les relations entre les États du Nord et ceux du Sud connaissent en même temps aussi des mutations et des heurts par moment. Connaissent aussi donc des hauts et des bas. Mais ces mêmes types de relations entre États du Nord et du Sud, sans doute se répercutent aussi dans les relations entre sociétés civiles du Sud et du Nord. Il y a de grandes ONG du Nord qui ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je peux en citer certaines que vous connaissez déjà, toute la famille Oxfam, la famille Action Aid, la famille Christian Aid, qui ont été des structures humanitaires, mais qui ont vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui ont entretenu très tôt des rapports de partenariat efficaces avec des mouvements sociaux au Sud, avec les ONG du Sud, pour appuyer les États, pour les accompagner dans la quête pour l'eau potable, pour les appuyer dans la quête pour l'agriculture souveraine alimentaire,
pour les appuyer aussi dans d'autres secteurs. Ce sont ces mêmes types de rapports sans doute qui aujourd'hui continuent de régir les relations qu'il y a entre les ONG du Nord et celles du Sud, mais je ne pense pas que cela soit des relations de dépendance totale, c'est des relations de partenariat. Par exemple, une ONG du Nord qui ne peut pas intervenir directement sur le terrain au Mali, au Sénégal, au Burkina ou au Niger, mais trouve le moyen aussi dans un partenariat direct de lier alliance avec une ONG locale, nigériane, sénégalaise, malienne, burkinabé, qui l'aide éventuellement à financer des choses en secours d'urgence ou à financer des choses en humanitaire, mais exécutées localement par un partenaire local. Ces relations, de mon point de vue, s'avèrent être des relations tout à fait normales parce que relevant souvent de la dynamique de relations de coopération bilatérale ou multilatérale entre États du Nord et États du Sud, ce qui aussi donc se répercute et se fait calquer entre les sociétés civiles du Nord et du Sud. Merci M. Mignane Diouf pour avoir contribué à éclairer la lanterne des téléspectateurs d'Africa Télévision et bonne soirée à vous à Dakar. Merci Mariko de m'avoir invité à cette émission. Merci. Alors, je vais vous donner la parole, Dr Berthet, juste pour réagir, mais très rapidement, le temps que nous prenions le duplex de Niamey, et puis ensuite nous allons discuter des deux, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, une première réaction, Dr Berthet. Non, je crois que ce que M. Diouf a dit, ça va en ligne directe avec ce que j'ai essayé de dire au début, que les sociétés civiles africaines sont assez dynamiques. Ils sont en train de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont fait évoluer les programmes de développement socio-économique. Et comme je le dirais, jusqu'à présent, un grand problème, c'est le renforcement de capacités. Renforcement des capacités dans la gouvernance politique et économique, renforcement des capacités dans la gouvernance démocratique, dans la gouvernance des entreprises même, et même dans le développement socio-économique. Parce que, à mon avis, il y a les faiblesses un peu des sociétés civiles sont liées à ces différents aspects. Bon, c'est des groupes qui s'organisent, mais ils n'ont pas assez de capacités. Et à mon avis, et je crois que l'évaluation des pairs, la mission africaine de l'évaluation des pairs, a eu à parler de ces choses-là. Et ça, c'est des axes vraiment où il peut mieux vraiment influencer les impacts des politiques de développement. Alors, je suis certain que M. Keita, qui lui pense que la société civile africaine est beaucoup plus une supplétive des multinationales adeptes idéologiquement des politiques néolibérales, ne sera pas d'accord avec vous. Mais je vous donne la parole. Je pense que je ne caricature pas. Non, absolument. En fait, mais on va prendre d'abord notre duplex de Niamey et puis vous prendrez la parole. Voilà. Alors de Niamey, nous allons prendre Monsieur Moussa Tchangari. Monsieur Moussa Tchangari est secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen au Niger. Lui aussi est altermondialiste, donc c'est votre camarade. Alors, nous allons donc prendre Monsieur Moussa Tchangari à partir de Niamey. Bonsoir, Monsieur Tchangari. Présentez-nous la société civile telle qu'elle est aujourd'hui au Niger. Bon, merci pour cette question. C'est un exercice difficile que vous me demandez d'accomplir, une présentation de la société civile nigérienne. Bon, d'abord, je voudrais souligner ici que par société civile, couramment ici, au Niger, on entend toute cette constellation d'organisations, d'ONG, associations, de syndicats qui se sont formés ces dernières années autour de différentes thématiques. Certaines sont sur la thématique des droits humains, d'autres sur la thématique des droits de groupes spécifiques, d'autres sont sur la défense des droits des consommateurs, d'autres sont des syndicats de travailleurs, donc qui sont des organisations bien connues, et d'autres, vous avez aussi des organisations qui veulent faire des actions de développement. Donc c'est toute cette constellation-là qui forment la société civile nigérienne, et vous avez des centaines d'organisations de tailles différentes sur des thématiques différentes. C'est ça vraiment la société civile au Niger. Je ne sais pas si on peut
dire plus que ça en termes de présentation. Mais il y a une variété, une multitude d'organisations en fait. Alors, monsieur Tchangari, quelle en est donc la vocation essentielle? Ouais, monsieur Mariko, cette question aussi est aussi difficile que la première. Je peux dire que, en fait, chaque organisation a sa vocation propre, c'est-à-dire sa mission qu'elle s'est définie, ses objectifs, etc. Maintenant, pour la société civile, d'une manière globale, il est difficile de dire voilà sa vocation. Mais parmi les choses que la société civile accomplit, entre autres rôles, c'est la société civile se positionne comme une sorte de chien de garde, par exemple, de la démocratie. La société civile fait aussi des actions de développement, des interventions humanitaires, etc. Donc, c'est en fonction aussi des missions des organisations qu'on peut dire, voilà, mais une mission pour la société civile elle-même, en tant que telle, c'est difficile. Bon, maintenant, bien sûr, on peut, dans une certaine approche, dire que la société civile, c'est la sphère des intérêts particuliers, et donc par opposition à l'État, qui est la sphère de l'intérêt général. Ça, c'est une approche hegelienne. Si on voit la société civile de cette façon, comme la sphère des intérêts particuliers, donc sa vocation serait en ce moment la défense des intérêts particuliers face à l'État. Merci, M. Tchangari. Ma dernière question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous donner un cas de succès dans l'aboutissement d'une lutte de la société civile au Niger, votre pays? Bon, le premier succès de la société civile, on peut d'abord dire que c'est le fait qu'on puisse aujourd'hui faire cette émission en direct à partir de Niamey. Monsieur Mariko, vous le savez très bien, vous connaissez un peu la situation ici, et donc vous savez que c'est la société civile qui s'est battue pour qu'il y ait la démocratie au Niger. Et c'est elle qui s'est battue pour maintenir la démocratie. Donc c'est déjà ça un des succès. Maintenant, bien sûr, il y a eu des moments de lutte intenses, comme par exemple en 2005, l'extraordinaire mobilisation de la société civile qui a fait au moins fléchir un peu la position du gouvernement de l'époque par rapport donc à la taxation des produits de première nécessité. Même si ce n'était pas une victoire complète, c'était quand même sur le plan symbolique quelque chose. Au-delà de ça, des organisations de la société civile sont parvenues dans beaucoup de domaines à pousser à des petites avancées, à des pas parfois significatifs, notamment dans le domaine de défense des droits, etc. Y compris sur le plan du développement, il y a des réalisations concrètes qui sont à mettre au compte des organisations de la société civile ici au Niger. Et donc, les exemples ne manquent pas. Et l'exemple le plus fort que je peux citer, c'est vraiment celui du maintien de notre pays dans un cadre démocratique. Je pense que ça, c'est un résultat concret que la société civile peut revendiquer comme étant en grande partie le sien. Merci, Monsieur Moussa Tchangari. Je rappelle que vous êtes une grande figure de la société civile au Niger et je vous souhaite une excellente soirée à Niamey. Monsieur Keita. Alors, je vous donne la parole maintenant pour que vous réagissez sur l'ensemble de ce qui vient d'être dit, mais assez succinctement aussi, parce que nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps. D'accord, je vais m'efforcer. Voilà. En fait, je ne suis pas en train de dire que la société civile n'a pas réalisé des choses importantes. Je pense que la société civile a joué un grand rôle, effectivement, dans l'avènement de la démocratie. Mon camarade et ami Tchangari a parlé tout à l'heure du combat mené donc, par la société civile du Niger, que j'ai beaucoup suivi d'ailleurs. Effectivement, elle a joué un rôle fondateur d'un projet collectif nouveau dans notre pays et de son pouvoir correspondant. Mais là où je voudrais insister, c'était justement cette répartition du travail qui a été assignée donc, à la société civile. Et je précise que quand je dis société civile, je ne mets pas tout dans le même panier. Il y a des acteurs qui ont accompli un travail magnifique.
dans le domaine donc du développement local, dans le domaine donc de qu'on connaît moins d'ailleurs, parce que ce qu'on connaît le plus, M. Keita, c'est beaucoup plus ceux qui interviennent dans les domaines qui sont beaucoup plus spectaculaires, c'est-à-dire le domaine politique. Par exemple, je sais que quand vous parlez de société civile, on va vous dire, par exemple pour le Sénégal, on va vous dire oui, il y en a marre. Quand on va vous parler de société civile dans un autre pays, on va toujours se référer à une structure qui est intervenue dans le champ politique. Comme par exemple aujourd'hui au Burkina, le ballet citoyen, par exemple. Alors que la société civile, ce n'est pas que cela. Oui, tout à fait. C'est aussi le développement social, le développement économique, l'agriculture, etc. Oui, voilà, donc je vous avais retiré la parole. Moi, je voulais ajouter quand même, que quand lui parle de répartition du travail, je crois que une société civile, on ne lui donne pas un travail. C'est à lui de s'organiser selon ses propres intérêts. Et le M. Tchagari du Niamey l'a dit, sphère des intérêts particuliers contre la sphère des intérêts généraux. Donc, c'est compte tenu des problèmes qui sont dans la société que la société civile s'organise. Donc, ce concept de répartition du travail, je ne le suis plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec je ne suis plus. Oui, alors, M. Keita, oui, d'accord, docteur Berthet, M. Keita je pense qu'il faut le lier à l'analyse du contexte dans lequel nous nous trouvons. Et comme je l'ai expliqué, je dis que nous sommes dans un contexte où nos pays étaient face à des politiques d'ajustement structurel. Et dans la mise en œuvre de ces politiques d'ajustement structurel, l'État était amené sous la dictée donc, de ses partenaires au développement à engager des réformes. C'est-à-dire Banque mondiale, FMI, Union européenne, OMC, etc. Tout à fait. Oui. Et donc, justement, dans ce travail, l'État était obligé donc de céder à certains donc, de ses attributs, c'est-à-dire toutes les politiques publiques, et on a parlé du domaine de santé ici, d'éducation, etc. Il était obligé à un certain moment de se dessaisir donc, de ces domaines pour justement laisser à la gestion donc, des acteurs non étatiques donc, qui ont émergé et qui agissent justement sous le contrôle de ces institutions financières internationales. Est-ce que vous voulez dire par là, par exemple, que ces organisations de la société civile seraient financées? Parce que le problème qu'il faut que nous abordions aussi, c'est le financement de tout ça. Il y a cette question. Qui a le cordon de la bourse? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que, comme vous le savez, chaque partenaire, en tout cas qui agit sur le terrain, le fait en fonction de sa vision et de ses intérêts. Et donc, c'est sur la base de la vision et des intérêts donc, de ces partenaires que, justement, alors, les appuis et les politiques publiques sont menées. Et autour donc, de ces appuis des partenaires au développement, il y a donc le rôle donc, des acteurs non étatiques. C'est-à-dire que tous les domaines du développement économique, de la politique, et les aspects institutionnels, les aspects gouvernementaux, donc, sont du monopole de ceux qui ont les moyens, de ceux qui financent l'État. Vous êtes d'accord? Non, c'est-à-dire, moi, je voulais quand même qu'on ne mette pas tout dans le même sac. Bon, expliquez-nous, parce que je pense que ce que je veux dire... Oui, une seconde, M. Keita, allez-y rapidement. Tout mettre dans le même sac. Oui, expliquez. Oui. À un moment, il y a eu quand même l'appui, comme il l'a dit, de l'aide au développement pour promouvoir peut-être la société civile. Oui, mais quand même, qui finance? Non, c'est-à-dire qui finance, ce que je veux dire, par exemple, si tu prends les émeutes de la faim en 2008, oui. Vous allez me dire que c'est quelqu'un qui a financé ça? Quand les gens sont descendus dans les rues pour dire le prix des céréales là, c'est vraiment trop, on ne peut pas... Oui, on n'est pas d'accord. Non, quand je dis qui finance le fonctionnement des organisations de la société civile en Afrique? Qui finance? Parce qu'il y en a une multitude, il y en a des centaines de milliers, mais qui les finance? Non, il y a ce problème de financement. Nous, on veut savoir, parce que celui qui finance là, c'est lui qui commande. Oui, non, c'est celui qui commande. Il y a quand même des organisations caritatives aussi qui financent ces sociétés, qui ne sont pas des institutions néolibérales, comme lui le dit. Hein? Vous avez des organisations caritatives qui les financent. Vous avez des ONG du Nord qui les financent. Oui, mais c'est justement ces ONG-là. Oui, et vous avez les États qui les financent aussi. C'est pourquoi j'ai dit dès le début que
une société civile doit être normalement indépendante, hein, de l'État et même de ses bailleurs de fonds. Mais il faut reconnaître que dans notre contexte, hein, il y a souvent quand même, ils ont besoin de ça. Mais ce que je veux dire, quand lui parle de division du travail, à un moment c'est vrai, mais après il y a des sociétés civiles qui se sont constituées spontanément. Très bien. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Je partage son analyse. Oui, justement, parce que on va avancer. C'est pour ça que je dis je ne généralise pas. Voilà, c'est ça. Donc j'essaie d'expliquer un peu comment donc le rôle donc de cette société civile dans le contexte actuel où nos États pratiquement n'existent plus. Vous prenez le cas du Mali. Aujourd'hui, il y a des enjeux autour de... Au Mali, il n'y a pas d'État? Pratiquement, il n'y a pas d'État. Vous savez, il ne faut pas qu'on se leurre. L'effondrement, l'État s'est complètement effondré. Et c'est pour des raisons qui sont liées à beaucoup de choses. Donc, nous sommes en train donc, de nous battre pour reconstituer un nouvel État. Donc, c'est ça c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. Et dans cet enjeu fondamental, il y a l'exemple du Mali, la situation dans le Nord. Pratiquement, aujourd'hui, on est en train d'amener des thèmes comme la réconciliation nationale. Tout le monde sait qu'au Mali, ce n'est pas un problème entre les ethnies, entre les composantes ethniques. C'est une mauvaise gouvernance, c'est le résultat de la mauvaise gouvernance. Oui, mais qu'est-ce que la société civile fait face à cette mauvaise gouvernance, M. Keita? Alors, la société civile, elle essaye, donc, avec les moyens qu'elle a. Oui, on a vu là tout à l'heure, par exemple, ils ont chassé Compaoré du pouvoir à Ouaga, mais je ne sais pas si c'est la société civile. Oui, je pense que le rôle de la société civile dans ce qui se passe au Burkina est extrêmeu... Très net. Oui. Moi, j'en sais rien. Moi, c'est vous qui savez. Ils ont joué un très grand rôle et ce n'est pas maintenant. Il y a eu avant donc le départ de Compaoré, il y a eu beaucoup de luttes contre l'impunité, contre les assassinats au Burkina Faso. Bien sûr, et là actuellement le balai citoyen. Moi, je voudrais que nous avancions, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, M. Keita, je voudrais que nous avancions sur un autre plan. Nous avons parlé de société civile, c'est au niveau des États. Mais il y a les forums sociaux africains et les forums sociaux mondiaux, qui sont en réalité des espaces où se rencontrent en Afrique, les sociétés civiles, et dans le monde, les sociétés civiles. Je voudrais que nous abordions un peu cette question par rapport aux téléspectateurs d'Africa Télévision. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce qu'est le Forum social africain, ce qu'est le Forum social mondial, à quoi ça sert? Bon, je pense que c'est des espaces de... Il nous reste 5 minutes. C'est des espaces de rencontres, d'échanges, mais c'est également des espaces de résistance. Et résistance justement à quoi? À l'ordre néolibéral. Donc, comme je l'ai dit à l'entame de ce débat, résistance à l'ordre néolibéral qui n'a fait donc que déposséder nos États donc de leur politique. On les dépossède de toutes leurs prérogatives, c'est-à-dire tout ce qui permet aux États donc d'assurer un développement économique et social de façon cohérente, de façon harmonieuse, et cela échappe à nos États. Pourquoi? Parce que avec donc les multinationales qui ont pris pied, qui interviennent pratiquement dans tous les secteurs de l'économie, c'est eux qui ont les moyens, donc ils influencent les décisions politiques. Donc toutes les politiques publiques sont influencées justement donc par ces sociétés multinationales. Donc les groupes de citoyens, que ce soit en Afrique, que ce soit partout dans le monde, se retrouvent pour dire qu'il faut donc orienter ces politiques publiques donc, pour le plus grand nombre de citoyens. Et à travers ces luttes, les citoyens veulent avoir le droit de décider de leur propre avenir. Oui, M. Keita, on m'a dit, je discutais avec un spécialiste en préparant cette émission, il m'a dit le Forum social mondial est une réponse au Forum économique mondial de Davos en Suisse, qui, lui, regroupe précisément les forces capitalistes de type néolibéral. Oui, Vous pensez que c'est ça? Oui, je pense que ce n'est pas de façon mécanique, et parce qu'il y a Davos, que nous aussi on se retrouve au Brésil, à Porto Alegre. C'est aussi ça, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Oui, donc c'est deux visions qui s'affrontent. Voilà, en fait, c'est deux visions qui s'affrontent. Donc il y a une vision donc, qui
dit que c'est vraiment, il faut situer l'homme au cœur du développement, et il y a l'autre vision donc, qui est basée sur le profit. Et donc, ce sont ces deux visions qui s'affrontent, que ce soit à Porto Alegre, que ce soit à Dakar, que ce soit à Bamako, en Nairobi. Très bien. Par rapport donc à Davos, donc que nous considérons comme là où vraiment les intégristes de la doxa capitaliste se retrouvent et décident du sort de toute l'humanité. Merci, M. Keita. Docteur Berthet, vous vouliez intervenir, je crois, sur... Oui, moi je voulais... Mais on arrive à la fin, hein, donc profitez-en. Oui. Ensuite, je donnerai la parole moi je voulais Keita, par rapport à ces forums, il y a des enjeux qui dépassent le niveau local, national et régional. Et ces enjeux, il faut quand même... Par exemple, parmi ces enjeux, par exemple, il y a toute la problématique de l'environnement, par exemple, qui conditionne et qui impacte la vie de tout le monde. Mais et aujourd'hui même, il y a la sécurité. Okay, voilà. Quand nous voyons le terrorisme aujourd'hui, qui est en train de bourgeonner partout, donc ça, c'est des enjeux qui dépassent les capacités d'un État, d'une nation, d'une région. Donc, il est bon que... Et c'est des menaces mondiales pour l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi, parce que trop d'économie, pas de social, c'est pas ça qu'il faut. Mais trop de social sans économie aussi, ça aussi c'est pas bon. Donc il faut trouver le juste milieu. Et ces forums sont là pour quand même essayer de mettre le poids dans la balance pour équilibrer. Il faut que souvent des gens disent, ce que vous faites là, vous êtes en train de doubler telle composante, ok, pour qu'on commence à prendre en compte. Parce que la planète est une. Très bien. Et on est tous concernés par cette planète. Donc c'est pourquoi ces grands forums-là sont vraiment nécessaires. Merci, Dr Berthet. Avant de vous donner la parole pour que vous concluiez, M. Keita, je voudrais donner une information. Alors, le premier forum social mondial a eu lieu, évidemment, à Porto Alegre, au Brésil, en 2001. Alors, les points essentiels qui ont été débattus au cours de ce premier forum social mondial, et c'est important de le rappeler, je vais les citer. Premier point, c'était de développer et approfondir la résistance multiforme à l'égard du système néolibéral. 2. Renforcer la lutte contre les politiques de la Banque mondiale, du FMI et de l'OMC. OMC, Organisation mondiale du commerce. Combattre les accords qui renforcent la domination sur l'Afrique. Les APE, accords de partenariat économique, et l'AGOA, qui est le versant américain des APE. Intensifier la lutte pour l'annulation inconditionnelle de la dette de l'Afrique. Renforcer la lutte contre les régimes africains qui violent les droits fondamentaux des citoyens et se rendent complices du système néolibéral. Déconstruire les concepts du système dominant et remettre en cause ses valeurs. Et enfin, élaborer et disséminer des alternatives démocratiques aux politiques néolibérales. M. Keita, vous avez la parole pour conclure. Alors, effectivement, je n'étais pas au premier forum social mondial de Porto Alegre. Je suis allé par la suite à plusieurs reprises. C'est vraiment des espaces de résistance et c'est des propositions alternatives donc au système de domination actuel, donc des multinationales qui se discutent. Et c'est une sorte de contre-expertise qui s'affirme au cours des échanges et des débats entre les acteurs qui viennent de partout dans le monde. Et à mon avis, ces espaces doivent se perpétuer. Et vous savez, il y a les philosophes qui parlent de double histoire. Il y a celle qui est visible, que l'on voit tous les jours, et puis il y a une autre qui est invisible, qui est celle de la conscience. Je pense qu'en participant donc à ces espaces de résistance, on veut donc dessiner un projet nouveau pour le monde entier. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important parce qu'il y a des menaces partout. Menaces, comme mon aîné l'a dit, sur l'environnement, menaces dans le domaine de la sécurité, parce que justement, il n'y a pas la démocratie. Il y a absence de démocratie, c'est le jeu des multinationales.
C'est le pouvoir des multinationales qui amène à avoir une vision, une seule vision donc de cette réalité mondiale. Donc, tous ceux qui peuvent se retrouver pour dire attention, si nous ne changeons pas de vision, nous allons droit au mur, doivent se retrouver pour proposer des alternatives. Je pense que en cela, le rôle de la société civile est extrêmement important. Mais pour ce qui concerne, par exemple, la société civile du Mali ou d'Afrique, il nous manque cette capacité intrinsèque à réfléchir de façon interne pour améliorer notre positionnement stratégique, hein, pour vraiment amener à poser les vrais enjeux, les vrais débats. Donc, il y a également la nécessité donc de sortir du cadre local, comme mon aîné l'a dit, les réseaux, etc. Parce qu'il faut avoir une dimension régionale de notre action, parce que aujourd'hui, quand vous voyez toutes les politiques en direction donc de nos pays, se font maintenant dans des cadres sous-régionaux. Donc, ça dépasse le cadre local. Il faut que la société civile s'organise pour avoir une vision régionale, et parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut influencer considérablement sur les politiques publiques. Merci, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et merci encore pour ces éclairages dont je suis sûr que les téléspectateurs d'Africa Télévision feront leur profit. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a une vie après la présidence de la République en Afrique? Évidemment, vous direz que c'est l'actualité qui commande cette question, mais en fait, nous nous la posions il y a bien longtemps au niveau de votre avis, parce que nous ne comprenions pas les raisons pour lesquelles certains de nos chefs d'État s'accrochaient au prix d'indicibles douleurs infligées à leur population, y compris des morts, y compris des retards, pour le simple fait qu'ils croyaient eux-mêmes à l'illusion de leur propre fantasme. Il se fait que l'actualité nous conforte dans ce questionnement, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour en débattre. Et comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions, nous donner vos avis, vos observations, vos critiques au 00223 44 20 80 80, en nous envoyant vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabletelevision.com. Merci de continuer à nous faire confiance. Excellente soirée chez vous et à vendredi.